Avec seulement 4 mots murmurés, une enfant brisa l'illusion de la vie parfaite d'une milliardaire. Au cœur scintillant de Paris, dans un hôtel, où la richesse semblait intouchable, la fille de 12 ans d'une femme de ménage remarqua quelque chose que personne d'autre n'avait vu. Il était séduisant, charmant, et toujours aux côtés de la milliardaire. Pourtant, son toucher durait un peu trop longtemps. Son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Puis vint le murmure une seule phrase prononcée, dans un dialecte chinois, presque éteint, que la fillette n'aurait jamais dû connaître. 4 mots qui figèrent sur place l'une des femmes les plus riches du monde. Il n'est pas celui qu'il prétend être. À partir de cet instant, la confiance se désintégra et les murs du pouvoir commencèrent à trembler. Mais qui était vraiment cet homme? Et comment une enfant pouvait-elle connaître la vérité? Un murmure dans une langue oubliée allait tout changer. Une fillette de 12 ans aux cheveux blonds vit ce que personne d'autre ne vit. L'homme qui tenait le bras de la milliardaire était un monstre en costume sur mesure. L'hôtel majestueux de Paris était un palais de verre et d'acier moderne. Il s'élevait du cœur de la ville, comme une flèche d'opulence impossible. À l'intérieur, l'air bourdonnait, du murmure discret et assuré de l'argent. Les voituriers, au maintien impeccable, glissaient sur les sols en marbre. Le parfum des lys importés discrets et coûteux flottait dans l'air. Pour Claire, femme de ménage, ce monde semblait un lieu qu'elle nettoyait, mais n'intégrait jamais vraiment. Sa vie avait une autre odeur, celle des couloirs d'hôpital aseptisés et de l'air rassis et angoissé des chambres de malades. Chaque matin, elle quittait le chevet de sa mère pour venir ici. La peur des factures médicales toujours plus lourdes était un nœud froid et constant dans son estomac. Le cancer de sa mère était un voleur. Il leur dérobait leurs économies, leur paix et leur avenir. Sa fille, Élodie, avait 12 ans. Elle avait des cheveux couleur soie de maïs pâle et des yeux couleur ciel d'été. Mais dans ses yeux brillait une sagesse, une profondeur qui déstabilisait ceux qui la regardaient. Elle observait le monde et voyait ce que les autres rataient, les détails, les motifs, les petits mensonges que les gens disaient avec leurs mains et leurs sourires. Aujourd'hui, Élodie était avec sa mère. Le programme périscolaire était fermé pour une réunion de l'équipe, alors elle s'était assise tranquillement dans un coin du somptueux hall de l'hôtel, un vieux manuel d'histoire ouvert sur ses genoux. Elle ne lisait pas vraiment. Elle observait. Le hall était un théâtre et les clients étaient des acteurs. Un homme d'affaires aboyait dans son téléphone, le visage tendu par le stress. Un jeune couple grisé par un amour tout neuf riait en s'enregistrant. Et puis la représentation principale commença. Madame Éléonore Schun entra par les portes tournantes. C'était une femme qui ne se contentait pas d'entrer dans une pièce. Elle en prenait possession. Elle avait la fin de la soixantaine. Ses cheveux noirs étaient striés d'argent élégant. Elle portait une robe en soie, émeraude profonde, qui scintillait à chacun de ses mouvements. Son visage exprimait une dignité parfaite, mais ses yeux trahissaient une pointe de solitude. À son bras se trouvait un homme. Il était français, séduisant d'une manière assurée et naturelle, comme si cela faisait partie de son patrimoine génétique. Il s'appelait Guillaume de La Tour. Il avait un sourire capable de charmer un oiseau sur une branche et une voix aussi douce qu'un vieux whisky. Il traitait Madame Schun avec une révérence presque théâtrale, sa main planant près de ses reins, sa tête inclinée pour écouter chaque mot. Le directeur de l'hôtel, un homme au visage perpétuellement inquiet, se précipita pour les accueillir. Madame Schun, Monsieur de La Tour, bienvenue. Votre suite est prête.
La suite présidentielle, bien entendu. « Merci, Robert », dit Guillaume, son sourire incluant le directeur, dans un cercle chaleureux et exclusif. Éléonore ne mérite que le meilleur. Madame Chun esquissa un léger sourire réservé. Mais Élodie le vit. Un éclair dans les yeux de la milliardaire. Une lassitude comme si elle jouait un rôle qui l'épuisait. Claire, poussant son chariot de ménage près du grand escalier, s'arrêta pour les regarder. Elle donna un petit coup de coude à Élodie. « Tu les vois, c'est l'une des femmes les plus riches du monde, et lui on dirait une star de cinéma. » Élodie ne répondit pas. Son regard était fixé sur Guillaume de la Tour. Elle observait comment son sourire n'atteignait jamais ses yeux. Elle remarqua comment ses doigts, l'espace d'une fraction de seconde, se resserraient sur le bras de Madame Chun, plus comme une prise de possession que comme une caresse. Elle vit aussi la manière discrète, presque imperceptible, dont il la guidait, la dirigeait comme un objet précieux et fragile. Plus tard, alors que Claire nettoyait une chambre à l'étage de la suite présidentielle, Élodie était assise sur un tabouret dans le couloir, censée faire ses devoirs. La porte de la suite de Madame Chun était entr'ouverte. Guillaume de la Tour était au téléphone, près de la fenêtre tournant le dos à la porte. Il parlait d'une voix basse et urgente. « Le calendrier s'accélère, disait-il. Elle est plus confiante que je ne le pensais. Oui, les papiers finaux sont en cours rédigés par mes avocats. Tout sera transféré bientôt. Non, elle ne soupçonne rien. Elle est seule, avide de connexion. C'est presque trop facile. » Il rit, un rire qui n'avait rien à voir avec son rire public charmant. Celui-ci était froid et tranchant, comme du verre qu'on brise. Élodie sentit un frisson lui remonter l'échine. Elle l'avait déjà vu. Pas lui exactement, mais des hommes comme lui. Dans les livres d'histoire qu'elle dévorait, Élodie avait lu à propos d'hommes qui arrivaient avec des sourires et des promesses, mais dont les cœurs étaient remplis de cupidité. Des hommes qui s'en prenaient aux plus vulnérables. Son grand-père, un héros de guerre dont la photo fanée trônait sur sa table de nuit, lui avait parlé de ces hommes. L'ennemi le plus dangereux, disait-il, c'est celui qui te fait croire qu'il est ton ami. Il avait été déchiffreur de code pendant la guerre, un homme qui savait voir des motifs dans le chaos. Il avait appris à Élodie à faire de même, à écouter non seulement ce que les gens disaient, mais surtout ce qu'ils ne disaient pas. Guillaume de la Tour termina son appel et se retourna. Il aperçut Élodie, assise dans le couloir. Son visage, qui avait été dur et cruel quelques secondes auparavant, se transforma instantanément. Le sourire charmant réapparut. « Eh bien, bonjour », dit-il d'une voix chaleureuse. « Tu ne devrais pas être à l'école petite. C'est une demi-journée, » répondit Élodie d'une petite voix, sans détourner les yeux de lui. « Une jeune fille aussi brillante que toi devrait profiter de son après-midi, pas traîner dans les couloirs d'un hôtel, » dit-il en sortant un billet neuf de 50 € de son portefeuille. « Tiens, va t'acheter une glace. » Élodie regarda l'argent, puis son visage. Elle ne le prit pas. « Non merci, monsieur. » Le sourire de Guillaume vacilla un instant. Une lueur d'agacement passa dans ses yeux avant qu'il ne reprenne son masque. « Comme tu veux, dit-il avec un haussement d'épaule en rentrant dans la suite. Élodie savait qu'elle devait faire quelque chose. Le visage inquiet de sa mère, rongé par les factures d'hôpital, traversa son esprit. Elles étaient des gens sans pouvoir, de simples engrenages dans la machine étincelante de l'hôtel. Que pouvait faire une fillette de 12 ans et sa mère? Mais alors, elle pensa à son grand-père. Il avait tenu tête à des armées entières, avec rien d'autre que son intelligence. Il lui avait appris que le courage ne consistait pas à être fort, mais à faire ce qui est juste, surtout quand on a peur. Madame Chun
sortit de la suite quelques minutes plus tard, seule. Elle se dirigeait vers l'ascenseur. C'était maintenant ou jamais. Élodie se leva et marcha vers la milliardaire. Elle gardait la tête baissée comme une enfant qui traverse simplement le couloir. En passant à côté de Madame Sean, elle leva les yeux. Leurs regards se croisèrent. À cet instant, Élodie fit quelque chose d'extraordinaire, d'impossible. Elle parla, pas en français, mais dans un dialecte chinois rare, presque oublié. Un dialecte d'une petite région montagneuse où Madame Shun était née. Un dialecte qu'elle n'avait pas entendu depuis plus de 50 ans. Élodie dit avec une prononciation parfaite, un ton bas et urgent. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Madame Shun s'arrêta net, le sang quittant son visage. Son apparente maîtrise de soi vola en éclats. Elle fixa la petite fille blonde, la bouche entr'ouverte. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était le dialecte. Une clé secrète vers une vie qu'elle avait laissée derrière elle depuis longtemps. Une langue qu'elle n'avait parlée qu'avec sa famille, aujourd'hui tous disparus. « Toi, comment peux-tu parler cela ?» balbutia-t-elle, la voix étranglée. Élodie la regarda droit dans les yeux et parla à nouveau d'une voix claire et posée toujours dans ce dialecte presque éteint. « Il va tout vous prendre, faites-moi confiance. » Puis avant que la femme sous le choc ne puisse dire un mot de plus, Élodie se détourna et s'éloigna disparaissant dans le long couloir silencieux, laissant la milliardaire seule. Son monde soudainement bascula, de manière terrifiante. Le visage de Madame Sean, un instant plus tôt, encore marqué par la placidité de la richesse, était maintenant pâle, envahie par une peur qu'elle n'avait pas ressentie depuis des décennies. L'avertissement de la fillette résonnait dans le couloir somptueux et silencieux, une graine de doute terrible plantée au cœur de la cage dorée. Éléonore Sean resta figée dans le couloir. La moquette moelleuse semblait osciller sous ses pieds. L'air pourtant conditionné à une température parfaite semblait soudain froid et rare. Autour d'elle, la vie de l'hôtel continuait. Une cloche retentit au loin. Un client ria. Mais pour Éléonore, le monde était devenu muet. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'étaient les échos des mots de la fillette prononcés dans la langue d'un fantôme. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Le dialecte était une clé vers une pièce fermée à double tour dans sa mémoire. Une pièce qu'elle n'avait pas ouverte depuis 60 ans. C'était la langue de son enfance d'un petit village, niché dans les montagnes embrumées de la province du Hunan. C'était la langue de sa mère, de son père, de ses frères. Tous disparus, avalés par la guerre et la révolution. Elle avait fui. Elle avait bâti une nouvelle vie, un empire d'acier et de finances dans un nouveau pays. Elle avait enterré le passé sous des couches de succès et de soie sur mesure. Comment une fillette blonde pouvait-elle prononcer ces mots? C'était impossible. Un tour cruel, une farce élaborée. Mais le regard de la fille, il n'y avait aucune malice, seulement une urgence étrange, solennelle. Guillaume de la Tour émergea de la suite. Son sourire était revenu en place, un masque parfaitement poli. « Ma chérie, j'ai commandé du champagne pour fêter ça. L'accord est pratiquement finalisé. » Il tendit la main vers son bras. Cette fois, son toucher était différent. Ce n'était pas le geste réconfortant d'un amant, c'était la poigne d'un geôlier. Éléonore tressaillit et retira son bras. « Qu'y a-t-il » Le sourire de Guillaume se crispa. « On dirait que tu as vu un fantôme. Il faut que je prenne l'air, » dit Éléonore, la voix tremblante. Elle se retourna et marcha vers l'ascenseur, son pas raide. Elle pouvait sentir le regard de Guillaume dans son dos interrogateur, soupçonneux.
En bas dans le hall, elle s'approcha de la réception. Robert, le directeur anxieux, accourut. « Madame Sean, tout est-il à votre convenance ?» Il y avait une fillette, dit Éléonore, en tentant de garder une voix neutre, blonde, environ 12 ans. Elle était dans le couloir à l'étage de la suite présidentielle. Sa mère est femme de ménage ici. Je dois la retrouver. Le visage du directeur s'assombrit, sous l'effet d'une inquiétude professionnelle. Une enfant dans les étages des clients. C'est hautement irrégulier. Je vous assure que notre personnel est formé pour... Je me fiche de votre formation. Coupa Éléonore sa voix tranchante, empreinte d'une autorité qu'elle n'employait que rarement. Trouvez-la, maintenant. Le directeur détala parlant à son talkie-walkie d'un ton pressé et fébrile. Éléonore attendit les mains si crispées que ses jointures en devenaient blanches. Elle scrutait les visages dans le hall, s'attendant presque à voir les yeux bleus perçants de la fillette, l'observer depuis la foule. Pendant ce temps, dans une salle de repos, stérile et sans fenêtre au sous-sol de l'hôtel, Claire comptait ses pourboires. La petite pile de billets n'était qu'un bouclier dérisoire contre la montagne de dettes qui l'attendait. Une vague de désespoir familière l'envahit. Élodie était assise à côté d'elle, lisant tranquillement son manuel d'histoire. Elle paraissait calme, mais sa jambe tressautait légèrement, seul indice de son agitation intérieure. « Qu'est-ce que tu as dit à cette femme ?» « Evie, » demanda Claire, à voix basse. « Je t'ai vu. Tu l'as troublée. Je lui ai dit la vérité, » répondit Élodie, simplement sans lever les yeux de son livre. « La vérité. »« Quelle vérité? Tu ne connais pas ces gens, » dit Claire, la voix pleine de peur. « Tu ne peux pas te permettre de déranger les clients, surtout pas des clientes comme Madame Sean. On pourrait être renvoyé. Tu comprends? Renvoyé. C'est un homme mauvais, maman. Tu n'en sais rien, » murmura Claire, les yeux fuyant vers la porte. « Il est riche, il est puissant. Des gens comme nous, on reste à notre place, on baisse la tête. C'est comme ça qu'on survit. » La porte de la salle de repos s'ouvrit brusquement. Le directeur de l'hôtel apparut flanqué de 2 agents de sécurité corpulents. Son visage était rouge et agité. Claire dit-il la voix tremblante d'un mélange de colère et de peur. « Qu'a fait votre fille ?» Le cœur de Claire bondit dans sa poitrine. « Je ne vois pas de quoi vous parlez. Madame Chun exige de voir l'enfant. Elle dit que votre fille lui a parlé, qu'elle l'a troublée. C'est une violation complète du protocole. Prenez vos affaires. Vous devez partir, toutes les 2, immédiatement. » Les larmes montèrent aux yeux de Claire. C'était en train d'arriver. Sa pire peur se réalisait. Renvoyée, plus de travail, aucun moyen de payer le traitement de sa mère, une condamnation à mort. « S'il vous plaît, monsieur, ce n'est qu'une enfant. Elle ne voulait faire de mal à personne. Je me fiche de ses intentions. » Aboya le directeur. « Vous êtes un risque pour l'établissement. Attendez. » La voix était douce, mais elle trancha l'atmosphère comme une lame. Tout le monde se retourna. Éléonore Chun se tenait dans l'embrasure de la porte. Derrière elle, Guillaume de la Tour observait les bras croisés, le visage marqué d'une curiosité froide. Éléonore entra dans la petite salle, exiguë. Le parfum des lys et d'un parfum coûteux paraissait déplacé dans la simplicité défraîchie de la pièce. Elle ignora le directeur, les gardes éclairs. Son regard était fixé sur Élodie. Elle s'agenouilla, se mettant à hauteur de la fillette. L'émeraude de sa robe effleurait le sol poussiéreux en linoléum. « Comment savais-tu » demanda Éléonore d'une voix douce, cette fois en anglais. « Comment connaissais-tu ma langue ?» Élodie referma son livre. Elle regarda la milliardaire, puis jeta un coup d'œil vers Guillaume, qui les observait, avec une intensité de rapace. « Mon grand-père me l'a apprise, dit-elle.
ton grand-père. C'était un soldat. Il y a longtemps, il a été affecté en Chine pendant la guerre. Un éclat de reconnaissance traversa la mémoire d'Éléonore. Des soldats américains. Quelques-uns étaient passés dans son village. De jeunes hommes gentils, qui donnaient aux enfants du chewing-gum et du chocolat. Cela semblait remonter à une autre vie. Quel était son nom? Demanda Éléonore, à peine dans un souffle. Il s'appelait sergent Michel Peterson, répondit Élodie. Mais les gens du village qu'il protégeait lui avaient donné un nom chinois. Ils l'appelaient le gardien silencieux. Éléonore étouffa un hoquet. C'était comme si le sol s'était dérobé sous ses pieds. Le gardien silencieux, un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis qu'elle était petite fille. Il était une légende locale, un soldat américain qui avait appris leur dialecte, un homme qui, à lui seul, avait tenu tête à une section de soldats envahisseurs, sauvant le village d'un massacre. Son propre père avait combattu à ses côtés. Le gardien silencieux avait été leur ami, leur protecteur. Il avait disparu après la guerre, et il n'avait jamais su ce qu'il était devenu. Elle fixait Élodie, les cheveux blonds, les yeux bleus, les yeux de Michel Peterson. C'était impossible. Et pourtant, il a sauvé ma famille, murmura Éléonore, les larmes aux yeux. Il a sauvé tout mon village. Guillaume fit un pas en avant, son charme envolé remplacé par une colère grondante. Éléonore, qu'est-ce que c'est que ces absurdités? C'est du chantage. La femme de ménage a monté un coup avec sa fille. Elles veulent de l'argent. Non, dit Éléonore, sa voix, prenant de l'assurance. Elle se leva le dos droit, les yeux étincelants. Elle se tourna vers lui. Elle m'a parlé dans une langue que tu ne pourrais jamais comprendre. Guillaume, à plus d'un titre. Elle se tourna de nouveau vers Élodie. Ton grand-père, est-ce qu'il est toujours en vie? Élodie secoua lentement la tête. Il est mort il y a 2 ans. Ma grand-mère est malade. C'est pour ça que ma mère travaille si dur. Les pièces du puzzle s'assemblèrent. Le désespoir de la femme de ménage, l'étrange sagesse de l'enfant. Le lien impossible avec un passé qu'Éléonore avait enseveli. C'était une tapisserie complexe, mais indéniable. L'avertissement de la petite fille, du gardien silencieux, ne pouvait pas être une coïncidence. Robert dit « Éléonore au directeur », sa voix résonnant avec l'autorité qui avait bâti un empire. Cette femme et sa fille sont désormais mes invités personnels. Vous allez leur attribuer une suite sur mon étage. Vous veillerez à tous leurs besoins et vous triplerez son salaire avec effet immédiat. Ce sera sa compensation pour le tort que vous lui avez causé. La mâchoire du directeur se décrocha. Les agents de sécurité échangèrent un regard confus. Claire regardait les yeux écarquillés, incapable de comprendre ce qui se passait. Le visage de Guillaume était un masque de fureur. « Éléonore, tu ne peux pas être sérieuse. Tu vas te fier à un conte inventé par une enfant. C'est plus réel que tout ce que tu m'as jamais raconté. » dit-elle sa voix glaciale. Elle lui tourna le dos, un geste de rejet total et définitif. Elle tendit la main à Élodie. « Viens, dit-elle doucement. Toi et moi avons beaucoup à nous dire. Tu dois me raconter tout ce que tu sais sur ton grand-père et tout ce que tu sais sur lui. » Elle désigna Guillaume, qui restait figé, enragé, mais impuissant, son univers soigneusement construit, commençant à s'écrouler. La petite fille avait fait bien plus que chuchoter un avertissement. Elle avait allumé la mèche. La suite n'était pas simplement une chambre. C'était un autre monde. Elle occupait un coin de l'étage présidentiel, avec des fenêtres du sol au plafond, offrant une vue à couper le souffle sur la ville. Le mobilier était élégant et sobre dans des tons crème doux et gris perle. Un piano à queue trônait dans un coin, sa surface polie
reflétant le ciel. Pour Claire, qui avait passé des années à nettoyer des pièces comme celle-ci, s'y retrouver soudain, en tant qu'invitée, ressemblait à un rêve dont elle craignait de se réveiller. Elle parcourait la suite, effleurant les surfaces lisses et froides du marbre dans la kitchenette, la douceur du cachemire d'un plaid sur le canapé. Tout semblait irréel, presque une intrusion. La peur compagne froide et familière ne l'avait pas quittée. Ça ne pouvait pas être vrai. Il y aurait forcément un prix à payer. Des gens comme elle ne se faisaient pas secourir. Elle se faisait utiliser. Élodie, cependant, ne montrait aucune inquiétude. Elle trouva un fauteuil confortable près de la fenêtre, s'y installa, avec son livre d'histoire, et commença à lire comme si elle avait toujours vécu dans ce genre de luxe. Son calme était à la fois rassurant et mystérieux pour sa mère. Un petit coup discret à la porte se fit entendre. Claire l'ouvrit et découvrit Éléonore Shun. La milliardaire avait troqué sa robe en soie contre un pantalon crème d'une coupe parfaite et un pull en cachemire assorti. Elle ressemblait moins à une impératrice et davantage à une grande-mère. Dans ses mains, elle tenait un plateau en argent avec une théière fumante et 3 tasses en porcelaine fine. « Je pensais que nous pourrions discuter, » dit Éléonore d'une voix douce. « Et je trouve que toute bonne conversation commence mieux autour d'une tasse de thé au jasmin. » Elle déposa le plateau sur la table basse. La vapeur parfumée emplit la pièce. Claire resta près de la porte, incertaine. « Asseyez-vous, Claire, » dit Éléonore, en lui désignant le canapé en face d'elle. « Vous êtes mon invitée. » Hésitante, Claire s'assit, au bord du coussin, moelleux. Éléonore versa le thé, ses gestes gracieux et précis. Elle tendit une tasse à Claire, puis à Élodie. Élodie, commença-t-elle les yeux emplis d'une curiosité mêlée de tristesse, « parle-moi de ton grand-père, raconte-moi tout. » Élodie posa son livre. Elle regarda la vieille femme, ses yeux bleus clairs et directs. « Papy ne parlait pas beaucoup de la guerre, dit-elle. Il disait que ce n'était pas quelque chose dont il fallait être fier, mais il parlait des gens. Il disait que les gens du village étaient les plus courageux qu'il ait jamais rencontrés. Ils avaient tout perdu, mais ils savaient encore être bons. » Elle prit une gorgée de thé. « Il m'a appris à voir les choses. Il disait que la plupart des gens ne regardent que la surface, les beaux habits et les grands sourires. Mais la vérité est en dessous. Il m'a appris à regarder les mains, à écouter les silences entre les mots. Il disait, c'est là que les mensonges se cachent. » Éléonore écoutait captivée. C'était comme si elle entendait à nouveau la voix de Michel Peterson, la sagesse tranquille d'un jeune soldat qui en avait trop vu. « Et qu'as-tu vu en regardant Monsieur de la Tour ?» demanda Éléonore, à peine dans un souffle. « J'ai vu un chasseur, » répondit Élodie, sans hésitation. Il sourit, mais ses yeux sont toujours à l'affût, à la recherche d'une faiblesse. Quand il vous touche, ce n'est pas par gentillesse, c'est pour garder les gens en laisse, dit Élodie. Il parle de l'avenir, mais son esprit est fixé sur le présent, sur ce qu'il peut obtenir immédiatement. Papy disait que les hommes comme ça sont vides à l'intérieur et qu'ils essaient de combler ce vide en prenant aux autres. Claire regarda sa fille stupéfaite, incapable de dire un mot. Où avait-elle appris de telles choses? Comment pouvait-elle voir si clairement ce que tous les autres adultes, y compris une femme d'affaires brillante comme Madame Shun, n'avait pas su discerner? Éléonore ferma les yeux un instant. Les mots d'Élodie étaient une lumière froide et limpide, révélant toutes les petites inquiétudes qu'elle avait repoussées. Les discours constants de Guillaume sur la fusion de leur patrimoine, pour simplifier, son insistance à utiliser ses avocats
plus familiers avec la finance internationale. Sa manière subtile de l'isoler de ses anciens amis et conseillers, sous prétexte de la protéger de leur jalousie. Tout avait été fait avec tant de charme, tant de fausse bienveillance. Elle avait voulu y croire. Elle avait été si seule. Elle rouvrit les yeux. La douceur en était partie, remplacée par la détermination froide qui avait bâti sa fortune. Elle prit son téléphone sur la table et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. « David », dit-elle, quand l'appel fut pris. Aucune formule de politesse. « J'ai un problème. Il exige la plus grande discrétion. » David était son chef de la sécurité depuis 30 ans. Ancien officier de renseignement, sa loyauté était inébranlable. « Je veux un dossier complet sur un homme nommé Guillaume Delatour, américain, fin de la quarantaine. Je veux tout relevé bancaires, historiques de voyage, connaissances anciennes, relations. Je veux savoir avec qui il a pris un café hier et quelle marque il a bu. Je veux savoir s'il a des dettes, des secrets, d'autres non. Et je le voulais hier, David. » Elle écouta un instant. « L'urgence est extrême. Ma sécurité personnelle est peut-être compromise. Aucune limite budgétaire. Utilisez toutes nos ressources. Et David, soyez prudent. J'ai le sentiment qu'il est bien plus dangereux qu'il n'y paraît. » Elle raccrocha. Le clic fut discret, mais résonna comme une déclaration de guerre. Elle venait de retourner contre l'homme qu'elle avait failli épouser, toute la puissance de son empire. Comme s'il avait été convoqué par ses pensées, l'interphone grésilla. Claire sursauta. Éléonore répondit calmement. C'était la réception. Monsieur Delatour était dans le hall et exigeait de la voir. « Dites à Monsieur Delatour que je ne souhaite pas être dérangé, » dit Éléonore, sa voix dure comme l'acier. « Quoi qu'il arrive, il ne doit pas être autorisé à monter à cet étage. Et s'il insiste, vous le ferez raccompagner hors de l'établissement. Est-ce bien compris ?» Un silence, abasourdi, à l'autre bout, puis un « oui », Madame Sean balbutiait. Quelques minutes plus tard, le téléphone de la suite sonna. Éléonore regarda l'identifiant et le laissa sonner jusqu'à la messagerie. Il rappela. Encore et encore. Ce bruit persistant, furieux, était le rappel brutal que le danger rôdait, tenu à l'écart, pour le moment, mais toujours là. Quand enfin la sonnerie cessa, le silence qui suivit fut pesant. Elles restèrent là toutes les trois, une étrange famille improvisée, née d'une crise. La milliardaire solitaire, la femme de ménage terrorisée, et l'enfant d'une sagesse presque surnaturelle. Éléonore regarda Claire, le visage pâle de peur. Elle vit l'épuisement dans ses yeux, les rides fines, autour de la bouche, sculptées par l'angoisse. Elle connaissait ce regard. C'était le même que portait sa propre mère des décennies plus tôt, alors qu'elle luttait pour nourrir ses enfants dans un village ravagé par la guerre. Claire dit Éléonore d'une voix redevenue douce, « Je sais que vous avez peur, mais vous et votre fille êtes maintenant sous ma protection. Personne ne vous fera de mal, je vous le promets. » Elle marqua une pause, puis ajouta, « Élodie m'a dit que votre mère est malade. J'aimerais aider. Mon médecin personnel est l'un des meilleurs oncologues au monde. Il va examiner son dossier immédiatement. Nous allons la faire transférer dans une clinique privée, la meilleure qui soit. Vous n'aurez pas à vous inquiéter du coup. Votre seule préoccupation sera sa guérison. » Claire éclata en sanglots. Ce n'était pas un chagrin discret, c'était un déluge. Toute la peur refoulait la douleur et désormais une reconnaissance accablante. Elle sanglotait dans ses mains, un son brut et déchirant. Toutes ces nuits sans sommeil, cette inquiétude constante, le poids écrasant des factures, tout s'écoulait enfin.
Élodie quitta son fauteuil, s'approcha de sa mère et l'enlaça tendrement. Éléonore vint s'asseoir à côté d'elle, posant une main apaisante sur l'épaule tremblante de Claire. À cet instant, dans cette suite somptueuse perchée, au-dessus de la ville, les trois femmes n'étaient plus séparées par la richesse ou la classe. Elles étaient liées par une vulnérabilité commune, une histoire commune, qu'elles commençaient à peine à découvrir, et un ennemi commun dont le vrai visage allait bientôt être révélé. La cage dorée ne s'était pas ouverte pour fuir, mais pour devenir une forteresse, et depuis ses murs, elles allaient se préparer au combat. Les 24 heures qui suivirent furent un tourbillon de bouleversements pour Claire. Un jour, elle n'était qu'une femme de chambre, invisible, nettoyant des toilettes et vivant dans la peur constante d'un licenciement. Le lendemain, elle résidait dans une suite dont le prix par nuit dépassait son salaire mensuel. Sa mère était transférée par ambulance privée vers un établissement médical ultra-moderne, et sa fille avait des conversations sérieuses, calmes avec l'une des femmes les plus puissantes du monde. Elle avait l'impression d'avoir traversé un miroir. Pour Guillaume de la Tour, les 24 heures suivantes furent une plongée dans une fureur froide et bouillonnante. D'abord, ses appels restèrent sans réponse. Ensuite, sa carte d'accès à l'étage du penthouse fut désactivée. Lorsqu'il tenta d'approcher l'ascenseur, un agent de sécurité poli, mais inébranlable, l'informa que Madame Sean était indisponible. Son charme principal, outil de travail, se révélait inutile face à ce mur silencieux et impénétrable. Il se replia dans un bar en face de l'hôtel, une salle tapissée de bois sombre, depuis laquelle il pouvait surveiller l'entrée. Il commanda un whisky, et le but d'un trait, la brûlure de l'alcool, traçant un chemin en feu dans sa gorge. Ce n'était pas ainsi que les choses devaient se passer. La vieille dame était une cible parfaite, solitaire, confiante, et tellement protégée par sa fortune qu'elle en avait perdu son instinct de méfiance. Le transfert final d'une grande partie de ses liquidités vers une holding commune sous son contrôle était prévu pour la fin de la semaine. Il n'était qu'à quelques jours du plus gros coup de sa vie, et tout venait d'être anéanti par une gamine, une sale petite blonde, et sa mère trop curieuse. C'était inconcevable. Il reposa son verre vide avec fracas sur le comptoir, attirant un regard agacé du barman. Il devait absolument revenir reprendre le contrôle du récit. Il s'excuserait, ramperait s'il le fallait. Il inventerait une histoire, une maladie soudaine dans la famille, un moment d'égarement. Il activerait son charme, cette sincérité fabriquée qui ne lui avait jamais fait défaut. Il lui suffisait de la revoir. Son téléphone vibra. Un SMS, numéro inconnu. Elle sait. Part maintenant. Un frisson glacé plus froid que les glaçons de son verre lui traversa l'échine. Qui un complice au sein de l'hôtel? Peu importe. Si Éléonore savait, alors ce n'était plus un jeu de séduction. C'était une question de survie. Toute son opération reposait sur une base de mensonges méticuleusement construits. Son nom, son passé, sa fortune, tout n'était qu'illusion. Si elle avait commencé à creuser le château de cartes, s'écroulerait. Il leva les yeux vers l'autel. Ce n'était plus le symbole de sa victoire imminente, mais une forteresse dont il venait d'être banni. Sa colère fermenta en quelque chose de bien plus dangereux, la désespoir. Dans la suite du penthouse, le rapport de David, le chef de la sécurité d'Éléonore, était projeté sur un grand écran. C'était le portrait d'une vie menée dans l'ombre. Guillaume de la Tour n'existait pas. Son vrai nom était Jonathan Hemlock. Il n'était pas un banquier d'investissement retraité, mais un escroc professionnel. Le rapport retraçait une série de veuves fortunées et de divorcées à travers le pays. Toutes charmées, séduites
puis systématiquement dépouillés. Ils vidaient leurs comptes, utilisaient leurs actifs comme levier, puis disparaissaient, les laissant ruinés financièrement et émotionnellement. Mais il y avait pire. Le rapport s'enfonçait dans un dossier juvénile scellé. À 17 ans, Jonathan Hemlock avait été suspecté dans la disparition de son ancienne petite amie, issue d'une famille riche. L'affaire avait été classée faute de preuves, mais le dossier contenait des témoignages troublants. Des amis le décrivaient comme possessif, manipulateur, avec un tempérament explosif dissimulé derrière une façade de charme. « Ce n'est pas juste un escroc », dit David, sa voix grave, au haut-parleur. « C'est un prédateur, et il devient de plus en plus dangereux. » Sa dernière victime, une veuve à Palm Beach, avait tout perdu. Elle avait tenté d'aller à la police, mais il l'avait mêlée à tant de manœuvres financières douteuses qu'elle avait peur d'être elle-même inculpée. Elle a fait une chute dans un escalier. Elle est dans le coma depuis 6 mois. Claire porta la main à sa bouche, horrifiée. Elle regarda Élodie qui fixait l'écran avec un calme étrange, presque inquiétant, comme si ce n'était qu'une confirmation de ce qu'elle savait déjà. Le visage d'Éléonore était dur taillé dans le granit. La solitude qui l'avait rendue vulnérable avait disparu consumée par une colère froide et juste. Cet homme n'avait pas seulement tenté de voler son argent, il s'était nourri de son humanité. Il avait utilisé son besoin de compagnie comme une arme contre elle, et il avait failli réussir. « Il est toujours en ville », poursuivit David. « Nous le surveillons. Il est dans un bar en face de l'hôtel. Quelles sont vos instructions ?» Madame Shun Éléonore resta silencieuse un long moment. Elle pouvait le faire arrêter. Les preuves compilées par David suffisaient largement. Mais une arrestation discrète en public lui semblait insuffisante, trop propre, trop légale. Ce qu'elle ressentait n'était pas une question de justice administrative. C'était une trahison personnelle. Il l'avait humiliée. Il avait menacé sa sécurité. Il avait tenté de la ridiculiser. Il l'avait sous-estimée. C'était sa faute fatale. Elle pensa à Michel Peterson, le protecteur silencieux. Il n'avait pas seulement vaincu ses ennemis, il les avait surpassés. Il avait utilisé leur propre élan, leur propre arrogance contre eux. Un plan commença à se former dans son esprit. Un plan d'une précision froide et magnifique. « David, dit-elle d'une voix calme, je ne veux pas qu'il soit arrêté. Pas encore. Je veux que tu continues la surveillance. Je veux connaître chacun de ses mouvements. Et je veux que tu organises quelque chose pour moi. Il me faut une équipe, la meilleure sécurité privée que tu puisses trouver. Et il me faut un endroit, un lieu où nous pourrons avoir une dernière rencontre, selon mes conditions. » Elle tourna son regard de l'écran vers Élodie. « Il pense que tout est terminé, » dit-elle, une lueur dangereuse dans les yeux. « Il pense pouvoir disparaître et trouver une autre victime. Mais il se trompe. Il est entré dans mon monde, et il n'en sortira que lorsque je le déciderai. » Ce soir-là, Claire était assise au chevet de sa mère dans le nouvel hôpital. La chambre était privée spacieuse, baignée du doux bourdonnement des appareils médicaux dernier cri. Une équipe de spécialistes avait déjà lancé une nouvelle batterie de tests. Leur attitude était calme, compétente et rassurante. Pour la première fois depuis des mois, une petite graine d'espoir fragile mais vivante germa dans le cœur de Claire. Éléonore avait organisé un chauffeur pour l'y conduire et l'attendre aussi longtemps que nécessaire. Elle avait insisté. La famille, c'est tout, avait-elle dit. Va, sois auprès de ta mère. Claire tenait la main frêle et endormie de sa mère. Elle pensait à ce tournant impossible que sa vie avait pris. Elle pensait à Élodie, sa fille étrange, merveilleuse, d'une perspicacité terrifiante. Elle avait toujours su qu'Élodie était spéciale,
mais elle n'avait jamais compris comment. Maintenant, elle commençait à voir. Ce n'était pas qu'une question d'intelligence, c'était un héritage, un don transmis par un grand-père qu'elle n'avait jamais connu, un courage silencieux qui voyait le monde non seulement tel qu'il est, mais tel qu'il devrait être. Une infirmière entra pour vérifier les moniteurs. « Votre mère réagit bien au nouveau protocole de traitement », dit-elle avec un sourire chaleureux. Le docteur Marchand est très optimiste. Les larmes coulèrent à nouveau sur les joues de Claire, mais cette fois ce n'étaient pas des larmes de désespoir, c'étaient des larmes d'un barrage qui cède d'une pression enfin relâchée. Elle était en sécurité. Sa mère était en sécurité. Sa fille les avait toutes sauvées. Elle regarda par la fenêtre de l'hôpital les lumières scintillantes de la ville, ce monde qui lui avait toujours semblé si hostile et indifférent. Et pour la première fois, elle eut le sentiment qu'elle avait peut-être enfin une place dans ce monde. Le lieu qu'Éléonore choisit était un endroit hanté par les fantômes, un ancien entrepôt textile, abandonné immense, situé sur le quai industriel, à plusieurs kilomètres des tours étincelantes du grand Majestic Hotel. C'est là que son empire avait commencé des décennies plus tôt. Elle était arrivée en France sans rien d'autre qu'une poignée d'euros et une connaissance encyclopédique du tissage de soie, un savoir appris sur les genoux de sa mère dans un village montagnard lointain. Ce bâtiment de briques et d'acier était le premier bien qu'elle ait jamais acheté. C'est ici, au milieu du cliquetis des métiers, attissés d'occasions et du labeur infatigable d'autres immigrés, qu'elle avait tissé son avenir. Le bâtiment était depuis des années voué à la démolition, vestige d'une époque révolue. Aujourd'hui, il avait un nouveau but. Sur ordre d'Éléonore, l'équipe de David passa au peigne fin les lieux. Ils ne le rénovèrent pas, ils le préparèrent. Le vaste espace poussiéreux resta presque vide, à l'exception d'une lourde table en chêne et de 3 chaises placées directement sous une immense verrière sale. Le soleil, de l'après-midi, traversait le voile de poussière, projetant un unique faisceau de lumière comme un projecteur sur une scène. Des caméras et des micros cachés furent installés leurs lentilles comme des yeux silencieux, immobiles dans l'ombre. L'apé était simple, élégant et parfaitement taillé pour sa proie. Elle envoya à Guillaume un message unique intraçable, acheminé via une série de serveurs cryptés. « Vous m'avez causé un embarras considérable. Je suis prête à vous offrir un règlement unique de 5 millions d'euros pour disparaître de ma vie définitivement. Un accord de non-divulgation sera exigé. Venez seul, l'adresse suivra. » C'était un coup de maître psychologique. L'offre était assez grande pour être irrésistible à un homme de sa cupidité, mais assez petite à l'échelle de sa fortune pour sembler n'être qu'un paiement de nuisance, une somme qu'elle serait prête à sacrifier pour éviter un scandale. Cela jouait parfaitement sur sa perception d'elle, une vieille femme faible, naïve, terrifiée par l'humiliation publique, dans sa chambre de motel miteuse, entourée de boîtes de plats, à emporter, et de l'odeur rance de la peur, Guillaume, ou plutôt Jonathan Hemlock, comme il commençait à se rappeler de lui-même, lut le message. Sa première réaction fut la méfiance, mais la cupidité prit vite le dessus. 5 millions d'euros. Ce n'était pas le pactole de 100 millions qu'il visait, mais c'était une consolation plus qu'honorable. Assez pour se reconstruire une nouvelle identité, trouver une nouvelle cible. Il ricana. Elle avait peur. La petite fille l'avait effrayée, mais elle n'avait aucune preuve réelle. Sinon, la police serait déjà à sa porte. C'était un pot de vin. Elle essayait d'acheter son silence. L'arrogance, cette caractéristique qui le définissait si bien,
enfla dans sa poitrine. Il s'imaginait déjà entrer signer un papier, puis sortir avec une mallette pleine d'argent. Il pourrait même réussir à l'intimider pour qu'elle lui donne plus. Oui, pensa-t-il, une lueur de son ancien charme revenant. Il pouvait encore retourner la situation. Il jouerait l'amant blessé, évoquerait un cœur brisé, peut-être même verserait une larme. Il l'avait déjà fait. Cela fonctionnait presque, à chaque fois. 1 heure plus tard, un second message arriva avec une adresse. Un entrepôt délabré près des quais. Bien sûr, un endroit neutre privé. Cela avait du sens. Il enfila son costume le plus cher, l'armure de son identité factice. Il vérifia son reflet dans le miroir, répétant le sourire trahi et triste qu'il avait perfectionné au fil des ans. Il était prêt pour sa dernière représentation. Le taxi le déposa à l'adresse indiquée. Le quartier était un désert de bâtiments industriels en ruine et de terrains envahis de mauvaises herbes. L'entrepôt se dressait devant lui, ses fenêtres comme des yeux vides. Une grande porte métallique était entr'ouverte. Il la poussa et entra. Ce qui le frappa d'abord, c'était l'immensité glaciale de l'espace. Le froid. Le bruit de ses pas résonnait étrangement dans le silence. Puis il la vit. Eleanor Shun était assise à la table des en chêne, dans l'unique faisceau de lumière. Elle ne portait ni cachemire doux, ni soie élégante. Elle portait une robe sobre sombre, à col montant. Ses cheveux argentés étaient tirés en arrière de manière sévère, et son visage sans maquillage semblait taillé dans l'ivoire. Ce n'était pas la veuve solitaire et vulnérable qu'il avait courtisée. C'était quelqu'un d'autre, une reine, une juge. Un frisson d'inquiétude lui parcourut l'échine. Il s'attendait à voir ses avocats, une mallette des documents prêts à être signés. Mais la table était vide, à l'exception d'une vieille photo en noir et blanc. Grégory, dit-elle. Sa voix résonna dans l'espace immense. Ce n'était pas la voix douce et chaleureuse dont il avait l'habitude. Elle était plate, glaciale, et totalement dénuée d'émotion. Ou devrais-je dire, Jonathan. Je dois avouer que je préfère ton vrai nom. Il a une certaine honnêteté reptilienne. Le sang se glaça dans ses veines. Le sourire charmeur qu'il avait préparé mourut sur ses lèvres. Éléonore, je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis venu ici avec de bonnes intentions. Tu es venu ici par avidité, le coupa-t-elle. La même avidité qui guide chacun des actes de ta vie misérable et parasitaire. Tu pensais vraiment que j'étais assez idiote, assez aveuglée par tes pitreries bon marché, pour ne pas enquêter sur l'homme que j'envisageais d'épouser. Elle se leva lentement. J'ai bâti un empire à partir de rien dans cette ville. Jonathan. J'ai affronté des prédateurs financiers, des gouvernements hostiles, des associés traîtres. J'ai survécu à des menteurs, des escrocs, des voleurs, bien plus raffinés que toi. Tu n'es qu'un amateur, un prédateur vulgaire et banal. Et je suis honteuse que ma solitude m'ait rendue aveugle, ne serait-ce qu'un instant face à ce que tu es. Il recula lentement son esprit en panique, cherchant une sortie, une issue. C'est de la folie. T'es folle, vraiment. La voix d'Éléonore s'éleva, emplie d'une fureur, juste comme si elle faisait trembler jusqu'à la poussière suspendue aux poutres. Madame Dubos à Nice, était-elle folle? Et la comtesse de Viers en Italie? Et la femme d'affaires à Lille? Je connais tous leurs noms, Jonathan, et je connais tous tes noms aussi. Depuis les ombres, derrière. Éléonore, 2 silhouettes avancèrent dans la lumière. C'était Claire et Élodie. Le visage de Claire n'exprimait plus la peur, mais une force calme et résolue. Élodie se tenait à ses côtés, le regard fixé sur Jonathan. Son expression était indéchiffrable,
mais ses yeux brillaient d'une certitude implacable. Jonathan fixait l'enfant, la source de sa ruine, la petite fille impossible qu'il avait vue tel qu'il était vraiment. Toi, grogna-t-il son masque de civilité, tombant enfin, révélant la créature laide et violente qu'il était réellement. Tout ça, c'est ta faute, non dit Éléonore, en se plaçant entre lui et l'enfant. C'est ta faute, c'est toi qui as fait ce choix. Et maintenant, tu en affronteras les conséquences. Jonathan éclata de rire, un rire dur et hideux. Qu'est-ce que tu vas faire, vieille folle? Appeler la police. On sait tous les deux que ça provoquerait un scandale que tu ne veux pas. Ton nom sera traîné dans la boue. Tu ne comprends toujours pas, hein? Dit Éléonore, en secouant la tête. Tu crois que je tiens encore à ces choses? Ma réputation, mon image publique. Ce sont les préoccupations de ton monde, un monde d'apparences et de mensonges. Moi je viens d'un autre monde, un monde où l'honneur et la justice sont les seules choses qui comptent. Elle prit la vieille photo sur la table, une image délavée d'un jeune soldat américain, au regard bienveillant, entouré de villageois chinois souriants. Une petite fille pas plus âgée qu'Élodie tenait la main du soldat. « C'était mon village », dit Éléonore. La voix soudain adoucie par le souvenir. C'était mon père. Et cette petite fille, c'était moi. L'homme sur cette photo, le sergent Michel Peterson, nous a sauvés. Il nous a appris qu'on ne reste pas là à regarder le mal prospérer. On le confronte, on l'arrache à la racine. Sa petite fille m'a rappelé cette leçon. Elle regarda au-delà de lui vers les coins sombres de l'entrepôt. Tu as raison. Je n'appellerai pas la police. Ce serait trop simple, trop propre. Non, Jonathan, pour toi j'ai prévu quelque chose de bien plus approprié. Au signal d'Éléonore, la grande porte métallique derrière Jonathan se referma, avec un fracas assourdissant. De tous côtés, sortant des ombres des silhouettes, émergèrent. Ce n'était mou, pas des policiers en uniforme. C'étaient des hommes au visage fermé, des victimes de ces escroqueries. Un investisseur ruiné de ses débuts, le fils d'une femme ayant perdu sa maison, le frère de la veuve de Palm Beach. Éléonore les avait fait venir par avion. Leur silence et leur coopération avaient été obtenus en échange d'une promesse de réparation et de quelque chose de bien plus précieux, la possibilité de faire face à l'homme qui avait détruit leur vie. Jonathan Hemlock était piégé. Le chasseur était devenu la proie. Il n'y avait ni caméra, ni avocat, ni policier. Seulement les fantômes qu'il avait créés, revenus le hanter dans cet entrepôt silencieux et immense, le même lieu où Éléonore Shun avait appris à bâtir un monde et maintenant à en détruire un. Le monde de Jonathan Hemlock se réduisit aux dimensions de la table en chêne et du cercle d'hommes figés qui l'entouraient. L'entrepôt vaste et obscur devenait étouffant, l'air chargé d'une rage sourde et contenue. Ce n'étaient pas des hommes de main engagés. Leurs yeux ne reflétèrent pas une froideur professionnelle. Ils reflétèrent quelque chose de bien plus terrible, la mémoire. Il vit les fantômes de son passé prendre chair. Un homme âgé, les mains noueuses, par une vie de labeur, fit un pas en avant. « Je m'appelle Arthur Benson », dit-il la voix rauque. « Ma femme s'appelait Sarah. Tu t'appelais Robert à l'époque. Tu lui as dit que tu allais investir ses économies de retraite dans une affaire immobilière, inratable. Elle a travaillé 40 ans comme infirmière. Cet argent, c'était tout ce qu'elle avait. Quand il a disparu, et toi, avec la honte, l'as brisé. Elle est morte d'une crise cardiaque 6 mois plus tard. Son médecin a dit que c'était le stress. Il leva une petite photo usée d'une femme souriante. Je voulais juste que tu vois encore une fois son visage. Un autre homme plus jeune, le visage tendu de colère, pointa un doigt tremblant vers Jonathan. « Ma mère est dans le coma.
À cause de toi. Tu l'as poussée. Ma sœur t'a vu. Elle avait trop peur pour parler. Elle n'a plus peur maintenant. Un à un, ils parlèrent. Ils ne criaient pas. Ils ne menaçaient pas. Ils témoignaient. Chaque récit était un clou enfoncé dans le cercueil de son identité fabriquée. Ils parlaient d'héritage volé d'économie, envolé de maisons perdues, de confiance anéantie, jusqu'à provoquer maladie et désespoir. Ce n'était pas juste de l'argent. C'était leur vie, leur passé, leur avenir qu'ils leur avaient volé. Jonathan, maître des mots, tisseur de mensonges, découvrit qu'il n'avait plus rien à dire. Son charme était une monnaie sans valeur, ici. Ses excuses, répétées, auraient été de l'essence sur un feu. Pour la première fois de sa vie, il était totalement impuissant. Il n'était plus un personnage dans une histoire qu'il écrivait. Il était un insecte épinglé sur une planche. Il regarda Éléonore, les yeux suppliants, désespérés. Il ne vit aucune pitié, seulement une froideur historique profonde. Elle ne prenait aucun plaisir à cela. Son expression était celle d'un chirurgien en train d'exciser un cancer. Claire se tenait là, tenant la main d'Élodie, ses jointures blanches. Elle était terrifiée, mais elle ne détourna pas le regard. Elle avait besoin de voir. Elle avait besoin de voir le monstre qui avait failli entrer dans leur vie, être dépouillé de tout pouvoir. C'était une leçon dure mais nécessaire. Le monde avait des crocs, et elle voyait enfin ce qu'il fallait pour les arracher. Élodie observait. Son expression ne changeait pas. Elle n'avait pas peur. Elle observait, apprenait, comprenait. Elle voyait les concepts abstraits que son grand-père lui avait enseignés. Justice, conséquence, honneur, se déroulaient sous une forme brutale et réelle. Quand le dernier homme eut parlé, un silence lourd tomba sur l'entrepôt. On n'entendait que la respiration saccadée de Jonathan. « C'est ton jugement, Jonathan, » dit Éléonore, sa voix, tranchant le silence comme un scalpel. « Voici le bilan de ta vie, la somme de tous tes choix. » Elle fit un geste vers une mallette qu'un des hommes de David, jusqu'alors invisible dans l'ombre, plaça sur la table. Elle l'ouvrit. Elle n'était pas remplie d'argent. Elle était remplie de dossiers, chacun épais, bourré de preuves. Les autorités ont reçu un signalement anonyme, expliqua-t-elle calmement. Elles ont été dirigées vers un box de stockage que tu possèdes sous un faux nom. Elles y trouveront des documents, des passeports et des registres financiers, détaillant chaque crime que tu as commis depuis 20 ans. Les preuves sont accablantes. Tu seras arrêté, tu seras condamné, tu mourras en prison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Elle marqua une pause, laissant le poids de ses mots l'écraser. Cependant, je t'offre une alternative, pas parce que tu la mérites, mais parce que ces hommes, dit-elle en montrant le cercle autour de lui, méritent de récupérer leur vie, et parce que je ne souhaite pas que mon nom soit associé au tien dans les registres publics. Elle fit glisser une feuille de papier et un stylo sur la table. Ceci est une confession. Tu vas la signer. Elle détaille tout. Elle contient également une procuration intégrale, accordant à mes associés le droit de liquider tous tes actifs cachés, tous tes comptes offshore, toutes tes sociétés écrans. Nous savons où ils sont. Nous allons les vider. L'argent sera utilisé pour rembourser tes victimes avec intérêt. Et qu'adviendra-t-il de moi ? Murmura-t-il la voix brisée. Tu recevras une nouvelle identité, une vraie cette fois, sans mensonge. Tu recevras un billet de bus pour une petite ville reculée au centre du pays, où tu occuperas un emploi manuel pour le reste de ta vie. Tu auras un petit appartement. Tu gagneras le SMIC. Tu ne seras personne. Et tu seras surveillé. Si jamais tu dévies de cette voie, si jamais tu essaies de contacter quelqu'un de ton passé, si tu oses ne serait-ce que mentir pour éviter une journée de travail,
Ta confession sera transmise aux autorités judiciaires. Tu n'auras pas de seconde chance. C'était un choix, entre une cage d'acier et une cage d'obscurité absolue. Un choix entre la mort rapide de sa vie, telle qu'il la connaissait, et une lente agonie. Il regarda la feuille, puis les visages qui l'entouraient. Il ne vit aucune échappatoire. Il avait été si totalement, si complètement pris de court. Ses épaules s'affaissèrent. Ce qui restait de son arrogance, de sa défiance, se réduisit en poussière. Il n'était plus qu'un homme creux, et ce vide devenait enfin écrasant. Il prit le stylo. Sa main tremblait lorsqu'il signa son nom, son vrai nom, au bas de la page. Éléonore prit la feuille. Elle fit un signe de tête à l'homme de David, qui escorta un Jonathan Hemlock, brisé par une porte latérale, vers sa nouvelle vie de médiocrité, anonyme et sans répit. Elle se tourna ensuite vers les hommes assemblés. « Mes associés prendront contact avec chacun d'entre vous, » dit-elle la voix plus douce, empreinte d'une compassion tranquille. « Vous serez indemnisés. Je ne peux pas vous rendre le temps perdu, ni la confiance qu'il vous a volée. Mais je peux vous rendre votre sécurité. Je peux vous offrir un nouveau départ. » Un à un, les hommes s'avancèrent. Ils ne la remercièrent pas avec de grandes paroles. Ils le firent d'un simple hochement de tête avec un regard rempli d'une gratitude profonde et épuisée. Ils n'étaient plus des fantômes. Quand le dernier homme partit, l'entrepôt retomba dans le silence. Le faisceau de lumière provenant du toit avait bougé et la table se trouvait maintenant dans l'ombre. La pièce était terminée. Éléonore Claire et Élodie sortirent de l'entrepôt dans la lumière dorée de la fin d'après-midi. L'air extérieur semblait frais et pur. Claire inspira profondément, comme si elle respirait pleinement pour la première fois. Éléonore baissa les yeux vers Élodie qui plissait les yeux sous la lumière vive. « Ton grand-père aurait été fier de toi, » dit-elle. « Il aurait été fier de toi aussi, » répondit simplement Élodie. Un sourire rare et sincère effleura les lèvres d'Éléonore Schön. Elle avait passé une vie à bâtir des murs pour protéger sa fortune. Elle avait passé ses derniers jours à en bâtir d'autres pour protéger sa vie. Mais maintenant, en compagnie de cette femme modeste et de son enfant d'extraordinaire, elle ressentait une autre forme de protection. Ce n'était pas la froide sécurité de la richesse et du pouvoir, c'était la chaleur d'un lien humain. Une voiture noire élégante et silencieuse s'arrêta au bord du trottoir. Le chauffeur ouvrit la porte. « Viens, dit. » Éléonore sa main, se posant doucement sur l'épaule de Claire. « Allons à l'hôpital. Allons voir ta mère. » Alors qu'elle s'éloignait du quai délabré pour retourner vers la ville scintillante, il était clair que plus qu'un criminel avait été jugé. Une nouvelle alliance avait été scellée. Une impératrice solitaire avait trouvé une nouvelle raison de vivre. Une mère en détresse avait trouvé un nouvel espoir. Et une petite fille, aux yeux de gardienne silencieuse, leur avait montré que la voix la plus douce peut dire la vérité la plus puissante. 3 mois plus tard, un soleil d'automne doux filtrait à travers la grande baie vitrée d'une maison confortable et ensoleillée dans une banlieue tranquille bordée d'arbres. L'odeur du pain chaud et de la peinture fraîche flottait dans l'air. C'était la nouvelle maison de Claire et Élodie. Ce n'était pas un palais comme la suite d'Éléonore, mais pour elle, c'était un royaume, un lieu de sécurité et de paix, acheté et offert par une femme qui était devenue leur bienfaitrice improbable et leur amie. Claire se déplaçait dans la cuisine avec une légèreté nouvelle. Le poids, écrasant de la peur et des dettes, avait disparu. Sa mère, dont le rire résonnait maintenant depuis le salon d'hiver, où elle faisait des mots croisés, avait réagi remarquablement au nouveau traitement.
Le pronostic était excellent. Les médecins parlaient de miracle médical, mais Claire savait que c'était un autre type de miracle. Un miracle né d'un murmure dans une langue oubliée. Elle n'était plus une femme de ménage. Éléonore, reconnaissant la compétence discrète et la loyauté farouche de Claire, lui avait proposé un poste pour gérer une nouvelle fondation caritative qu'elle venait de créer. L'objectif de la fondation était double: fournir une assistance financière et médicale aux familles ruinées par la maladie et financer des programmes éducatifs pour les enfants surdoués issus de milieux modestes. Claire, qui avait dû par pure nécessité naviguer pendant des années dans les dédales du système de santé et des services sociaux, était particulièrement qualifiée pour ce poste. Elle avait trouvé sa vocation, non pas en récurant les sols des riches, mais en relevant ceux que la vie avait jetés à terre. Élodie s'épanouissait. Elle était inscrite dans une école spécialisée qui stimulait son esprit remarquable, un endroit où ses questions profondes et ses intuitions peu communes étaient célébrées non perçues comme étranges. Mais ce nouvel environnement ne l'avait pas changée. Elle restait la même fille, silencieuse et observatrice. Elle préférait toujours la compagnie de ses livres d'histoire aux fêtes bruyantes. Elle voyait encore le monde avec le regard clair et impitoyable de son grand-père. Éléonore était une visiteuse fréquente de leur nouvelle maison. Elle arrivait dans sa voiture avec chauffeur, mais laissait son armure de chef d'entreprise à la porte. Avec elle n'était pas Madame Schun, la milliardaire toute puissante. Elle était, Éléonore, une amie. Elle s'asseyait dans la cuisine, avec Claire, sirotant du thé, pendant des heures, parlant non de cours boursiers ou d'acquisitions, mais de leur vie, de leurs espoirs, de leurs enfants. Elle trouvait une joie simple et profonde dans ces moments, une joie que sa richesse immense n'avait jamais pu lui offrir. Elle avait trouvé une nouvelle famille. En clair, elle voyait la résilience des femmes avec lesquelles elle avait grandi. Et en Élodie, elle voyait non seulement l'héritage de l'homme qui avait sauvé son village, mais aussi l'avenir, un avenir guidé par la sagesse, non par la fortune. Un samedi après-midi d'automne, les trois étaient réunis dans le salon. Claire étudiait des dossiers pour la fondation. Élodie, allongée par terre, dessinait une carte détaillée de champs de bataille antiques. Éléonore la regardait, le visage empreint d'affection et de réflexion. « Tu sais, dit doucement Éléonore, je pense souvent à ton grand-père, à ce qu'il a fait. Il n'était qu'un homme, un étranger dans une terre inconnue. Il aurait pu simplement suivre les ordres, baisser la tête, survivre. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi de voir les gens autour de lui non comme des étrangers, mais comme des êtres humains. Il a choisi de s'impliquer. Il a choisi de tout risquer pour des gens qu'il ne connaissait même pas. » Elle regarda Élodie, le regard intense. « C'est ce que tu as fait, Élodie. Tu m'as vu. Pas mon argent, pas mon nom. Tu as vu une femme en danger et tu as choisi de parler. Tu as risqué le travail de ta mère, ta propre sécurité, pour aider une inconnue. » Élodie leva les yeux de son dessin, ses yeux bleus graves. Grand-père disait « Nous sommes tous connectés, dit-elle. » Il disait « Ce qui arrive à quelqu'un, même très loin, nous arrive aussi. » Il disait « Le courage, c'est juste se rappeler de ça. » La vérité simple et profonde de ses paroles flotta dans la pièce silencieuse. Claire leva les yeux de son travail, les larmes aux yeux en regardant sa fille. Elle avait passé tant d'années à se sentir petite, impuissante, victime des circonstances. Mais sa fille lui avait appris que le pouvoir ne réside pas dans l'argent ou le statut, mais dans la capacité de voir la vérité et le courage de la dire. Plus tard, dans la semaine, Éléonore organisa le premier gala officiel de collecte de fonds pour sa nouvelle fondation. Il se tint dans la salle de bal du grand hôtel Majestic,
l'endroit même où ce périple étrange avait commencé. La salle était remplie des personnes les plus riches et influentes de la ville. Éléonore magnifique, dans une robe bleu saphir profond, se tenait au pupitre. Elle ne parla pas de bilan comptable ni de déduction fiscale. Elle raconta une histoire. Elle parla d'un petit village dans les montagnes de Chine. Elle parla d'un jeune soldat américain qu'on appelait le gardien silencieux. Elle évoqua le courage de gens ordinaires face au mal extraordinaire. Puis elle regarda vers le côté de la scène, où Claire et Élodie se tenaient. « Nous cherchons souvent des héros dans les lieux grandioses », dit-elle, sa voix résonnant d'une passion qui captivait l'auditoire, sur les champs de bataille, dans les salles de conseil, dans les couloirs du pouvoir. Mais parfois les héros se trouvent dans les endroits les plus silencieux. Parfois ses yeux se posèrent sur Élodie. C'est une femme de ménage qui se bat sans relâche pour sauver sa famille. Parfois, c'est une fille de 12 ans qui voit la vérité et a le courage de la murmurer. Cette fondation, conclut-elle, la voix nouée par l'émotion ne consiste pas seulement à signer des chèques. Elle consiste à écouter ces murmures. Elle consiste à trouver les héros qui vivent parmi nous chaque jour et leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour changer le monde. Elle repose sur l'héritage d'un gardien silencieux et elle est dédiée à sa petite fille qui m'a appris que la plus grande fortune qu'on puisse avoir, c'est un cœur courageux. Une vague d'applaudissements sincères emplit la salle. Élodie ne sourit pas, mais une lumière douce et profonde brilla dans ses yeux. Dans cette salle scintillante, remplie de fortunes inimaginables, la personne la plus riche était la petite fille qui n'avait rien d'autre que la sagesse de son grand-père et le courage de s'en servir. Longtemps, après la fin du gala, Élodie se tenait avec Éléonore sur le balcon du penthouse, regardant l'immense mer de lumière de la ville. « Tu crois qu'il va bien ?» demanda doucement Élodie. Le méchant. Éléonore resta silencieuse, un moment, regardant au loin la lueur anonyme des banlieues. « Il est là où il doit être, » dit-elle enfin. Il vit une vie sans mensonge. Pour un homme comme lui, c'est la prison la plus dure qui soit. Mais c'est aussi sa seule chance de trouver quelque chose de réel. Elle baissa les yeux vers l'enfant, à ses côtés. « Tu ne m'as pas seulement sauvé, tu l'as peut-être d'une étrange manière sauvé, lui aussi. » Élodie hocha la tête, acceptant cette idée. Son sens de la justice ne reposait pas sur la punition, mais sur l'équilibre, sur le fait de réparer ce qui doit l'être. L'histoire de la fille, de femme de ménage et du milliardaire ne serait jamais connue du grand public. Elle deviendrait une autre de ces histoires cachées de la ville discrète, mais puissante, dont l'impact se répandrait au loin à travers le travail de la Fondation. C'était la preuve que les changements les plus significatifs dans le monde ne commencent pas toujours par un fracas, mais par un murmure, un avertissement, une vérité discrète, murmurée dans une langue oubliée, entendue par quelqu'un d'assez courageux pour écouter. Et dans cette écoute, un monde entier avait été sauvé. Et c'est ici que nous refermons cette histoire, pour l'instant. Chaque fois que je partage une de ces histoires, j'espère qu'elle vous offre une parenthèse, une échappée hors du quotidien. Peut-être que vous étiez en train de vous détendre après le travail, de rouler en pleine nuit, ou simplement de souffler en fin de journée. N'hésitez pas à me dire ce que vous faisiez pendant l'écoute. Je lis vraiment tous vos commentaires. Et si vous souhaitez que nos chemins se recroisent à nouveau, un like ou un abonnement fait toute la différence. Nous cherchons toujours à améliorer nos récits. Alors n'hésitez pas à partager votre ressenti ou vos idées dans les commentaires ci-dessous.